Gustav Holst est né le 21 septembre 1874 à Cheltenham, en Angleterre, sous le signe de la Vierge gouvernée par la planète Mercure. Et en cet avril 1913, Holst ne va pas bien. Non pas que sa santé décline, lui qui est d'habitude tout le temps malade, sur ce plan-là, rien à signaler. Non, c'est son moral qui est au plus bas. En fait, il a le sentiment d'avoir tout raté, et notamment raté sa vie professionnelle. À 40 ans, il ne gagne pas sa vie en composant, il est obligé de continuer encore et toujours à assurer des cours de musique au St. Paul Girls' School, en banlieue de Londres. Pour la plupart des critiques musicaux de son temps, il est considéré comme un artiste sans grandeur, un esprit austère, un intellectuel qui manque de spontanéité. Il compose lentement, il a encore écrit peu d'œuvres parmi les genres considérés comme importants, la symphonie, le quatuor à cordes, et surtout il a la fâcheuse tendance à écrire des œuvres pour fanfares militaires, à emprunter des thèmes, des mélodies populaires anglaises, ce qui est considéré comme peu sérieux. Bref, il ne figure pas parmi les compositeurs qui comptent en Grande-Bretagne en ce début de XXe siècle, contrairement à Elgar ou Vaughan Williams. En plus de cela, The Cloud Messenger, la dernière œuvre qu'il vient de faire jouer pour la première fois à Londres début 1913, est un véritable échec. Lui, qui est déjà régulièrement proie à la dépression, la dernière ne remonte qu'à 5 ans plus tôt, surmonte difficilement cette épreuve et finit par en avoir, je cite, ras-le-bol de la musique et spécialement de la mienne. Alors pour le soutenir, son ami et mécène Henry Balfour Gardiner l'invite à se joindre à lui et à Arnold et Clifford Bax pour leurs prochaines vacances en Espagne. Holst accepte, même s'il ne connaît pas encore les frères Bax, et voilà nos 4 musiciens et compositeurs partis à Majorque. Holst a été particulièrement bien inspiré en acceptant ce voyage, puisque sans cela, il n'aurait jamais composé l'œuvre qui inscrira son nom dans le marbre de l'histoire de la musique, The Planets. En effet, lorsque nos 4 hommes de culture se retrouvent le soir autour d'une table, ils discutent de tout et de rien, du monde qui les entoure, des sujets qui les passionnent, et finalement, on va retrouver 2 thèmes importants. Le premier, c'est la guerre, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle ne tardera pas à éclater, on est en 1913. Et le deuxième, c'est l'astrologie, dont Clifford Bax est un féru. Gustav Holst ne connaît rien encore dans ce domaine, mais il est très curieux et ouvert par nature et il ne va pas tarder à lire le récent ouvrage de vulgarisation d'Alan Leo, intitulé What is a Horoscope and How is it cast? L'horoscope et comment le tirer. Alan Leo est considéré comme le père de l'astrologie moderne, parce que sa démarche n'est pas prédictive, mais plus spirituelle et psychologique. Donc son horoscope ne ressemble pas à celui qu'on trouve dans les magazines qui prédisent ce qui se passera dans la journée ou pendant l'été ou dans l'année. Non, ce n'est pas un astrologue qui prédit l'avenir, mais c'est un astrologue qui explique le caractère des gens à partir de l'état des forces planétaires et stellaires au moment de leur naissance. Pour lui, ces forces s'impriment sur l'enfant à sa naissance et ont une influence sur lui toute sa vie. Et de fait, si on jette un œil sur le thème astral de Holst, par exemple, il est très étonnant de constater une conjonction très serrée entre l'astéroïde Apollo, Apollon étant le dieu des arts, de la poésie, de la musique, et l'astéroïde Urania, considéré comme l'astéroïde de l'astrologie et des astrologues, puisque Urania est dans la mythologie la muse qui préside à l'astronomie. Le thème astral de Holst semble donc nous indiquer qu'il est destiné à écrire The Planets, cette œuvre qui fait se rencontrer musique et astrologie. Bon, en tout cas, Holst rentre à Londres avec une nouvelle passion, la passion de l'astrologie. Il s'amuse à tirer l'horoscope de ses proches, chose qu'il a appris à faire grâce au livre de Alan Leo. Prenons par exemple cette lettre à son ami le mathématicien Edmund Taylor Whittaker, à qui il demande en post-scriptum « Voulez-vous pardonner mes faiblesses? Si vous voulez bien, pouvez-vous me faire savoir l'heure et le lieu exact de votre naissance ainsi que ceux de votre famille ?» Or, quand Holst se passionne pour un sujet, on sait qu'on ne va pas tarder à le voir s'en inspirer dans sa musique. Il le dit lui-même de manière générale, je n'étudie seulement que ce qui me suggère de la musique. Holst tire donc toutes ses œuvres d'inspiration extra-musicale. Ainsi, pendant ces dernières années, avant 1913, il a étudié le sanskrit, cette langue autrefois parlée dans le sous-continent indien et qui est notamment la langue des textes religieux hindous, un peu l'équivalent du latin de l'Église catholique.
Il en a tiré 6 œuvres. Indra pour orchestre, Sita, un opéra en 3 actes, Savitri, un opéra de chambre, 4 groupes d'hymnes tirés du Rig Veda et 2 œuvres basées sur des textes du poète Kalidasa, que Holst a traduit lui-même du sanskrit, Two Eastern Pictures et The Cloud Messenger. Parallèlement, en 1912, Holst avait entendu à Londres les 5 pièces pour orchestre de Schoenberg. 5 pièces pour orchestre qui lui avaient fait forte impression et il avait gardé dans un coin de son esprit la volonté d'écrire une symphonie. Il rentre d'Espagne muni de son inspiration extra-musicale, l'astrologie. Il va donc pouvoir l'écrire, sa symphonie, puisque il a cette inspiration. Il va d'abord, d'ailleurs, intituler cette œuvre « 7 Pieces for Large Orchestra », 7 pièces pour grand orchestre, en référence aux 5 pièces pour orchestre de Schoenberg. Dans son carnet, Holst note toutes les œuvres qu'il compose chaque année, et il nous apprend que d'une part, il a consacré plus de 2 années de sa vie à la composition des planètes, ce qui suppose une gestation lente, aggravée par une névrite au bras droit, ce qui l'empêche d'écrire rapidement, lui qui est droitier. Heureusement, il peut bénéficier de l'aide de copistes enthousiastes, essentiellement ses anciennes étudiantes de la St. Paul's Girls' School. Mais on remarquera aussi que pendant tout ce temps, Holst ne compose pratiquement que The Planets. Il commence par Mars, au printemps 14, et il termine par Mercure, en été 1916. Jetons un œil au plan final de la suite symphonique. Dans le système solaire, il y a 8 planètes, dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. En voyant l'ordre des mouvements de Holst, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a un problème. Il y a 7 mouvements, respectivement Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Bon, que la Terre ne figure pas dans la pièce, passe encore, puisqu'elle n'a pas d'intérêt astrologique, puisque l'astrologie s'intéresse au mouvement des astres par rapport à la Terre, donc pas ceux de la Terre. Mais que Holst échange les places de Mercure et de Mars, ça peut sembler pour le moins insolite. Mais pas d'inquiétude à avoir avec Holst, tout est réfléchi. Alors que ce soit bien clair, même si les planètes portent tout le nom de divinités de la mythologie, Vénus, Jupiter, Uranus, Neptune, ce n'est pas ça qui occupe Holst. De même, pour Holst, écrire une œuvre sur les planètes, ce n'est pas l'occasion de faire une musique de science-fiction qui met en scène un voyage dans l'espace. Pas de voyage dans l'espace, pas de petits hommes verts, pas de guerre galactique. Ce qui l'intéresse dans cette œuvre, ce n'est pas non plus l'astronomie, c'est-à-dire la science qui étudie les astres dans toute son exactitude. Alan Leo a une très belle formule pour distinguer astronomie et astrologie. L'astronomie, c'est l'étude du corps des astres, et l'astrologie étudie leur âme. Et c'est bien l'astrologie qui est le sujet ici. Et puisque c'est l'astrologie qui intéresse Holst dans cette œuvre, la position exacte des planètes par rapport au Soleil est assez peu importante. Alors pourquoi avoir choisi cet ordre et pas un autre ? Eh bien, la réponse n'est pas à trouver dans le système solaire, mais dans une table d'horoscope. On connaît bien au moins les 3 premières colonnes de cette table d'horoscope, avec ses 12 signes du zodiaque qui occupent chacun un mois, du 21 au 20 du mois suivant. Mais on connaît moins le fait qu'à chaque signe du zodiaque correspond une planète, qu'on appelle une planète gouvernante. Bien, si l'on suit les planètes gouvernantes selon l'ordre du zodiaque, en commençant par le bélier, qui est le premier signe, on obtient ceci. La planète qui gouverne le signe du bélier est Mars. Premier mouvement de l'œuvre de Holst, Mars. On a ensuite Vénus pour le taureau, Mercure pour le cancer, ce qui correspond bien au 2e et au 3e mouvement de notre suite symphonique. Ensuite, on a la Lune et le Soleil. On les exclut puisque ce ne sont pas de vraies planètes, ce sont respectivement un satellite et une étoile. On a ensuite le retour de Mercure, Vénus et Mars, qu'on écarte également puisqu'on les a déjà rencontrés. Et enfin, on a Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui sont les 4e, 5e, 6e et 7e mouvements des planètes dans cet ordre. Ainsi, avec cette disposition des mouvements, Holst semble nous mettre en garde contre une lecture astronomique de sa musique, au profit d'une lecture astrologique. Si Holst supprime le Soleil et la Lune, ce n'est pas seulement parce que ce ne sont pas des planètes. Finalement, il a supprimé la Terre, qui en est une. Il a interverti 2 autres planètes. C'est aussi pour se retrouver avec 7 mouvements. Parce que le nombre 7, c'est l'un des nombres les plus chargés de symboles. Il représente la perfection. Il est considéré comme un nombre magique. Il
Il n'y a qu'à rappeler toutes les situations où on le rencontre pour s'en persuader. Les 7 merveilles du monde, les 7 jours de la semaine qui évoquent le nombre de jours qui ont été nécessaires à Dieu pour créer le monde, les 7 péchés capitaux, les 7 chakras de la religion hindoue qui est si chère à Holst qui l'a étudié en profondeur, les 7 cordes de la lyre d'Apollon, les 7 notes de la gamme, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 sacrements de la religion catholique, le fameux 7e ciel, et sans compter que la Bible mentionne le chiffre 7 exactement 77 fois. Il y a également dans la symbolique des contes les bottes de 7 lieues portées par le petit Pousset qui n'a d'ailleurs que 7 ans, les 7 épisodes de Harry Potter qui doit combattre Voldemort, Voldemort qui a divisé son âme en 7, ou encore, bien évidemment, les 7 nains. On comprend donc l'importance que le chiffre 7 pouvait représenter pour Holst, d'autant plus qu'en 1927, lorsqu'il s'agira de composer une œuvre sur la présence du Christ sur Terre, The Coming of Christ, il lui donnera 7 mouvements. D'où la nécessité de ne garder que 7 planètes pour 7 mouvements et de laisser de côté les 2 qui n'en sont pas, le Soleil et la Lune. Jetons à présent un coup d'œil à l'orchestre qui est, Holst nous prévient, large. 3 percussionnistes se partagent le glockenspiel, le xylophone, les cloches, le triangle, le tambourin, la caisse claire, la grosse caisse, les cymbales, le gong. On en ajoute un 4e qui est chargé uniquement des timbales. Dans les cuivres, on a 6 corps, 4 trompettes, 3 trombones, 2 tubas. Au niveau des bois, 3 clarinettes, une clarinette basse, 3 bassons, un contrebasson, 4 flûtes, 3 hautbois, un cor anglais. On a ensuite un célestat, un orgue, 2 harpes. Puis les cordes, violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse. Et pour couronner le tout, on ajoute un chœur de femmes divisé en 2 fois 3 parties qui resteront dans les coulisses. Je rappelle que Holst enseigne dans une école de jeunes filles, c'est donc tout naturellement qu'il intègre ce chœur de femmes dans l'œuvre. Bref, lorsqu'il termine de composer The Planets en 1916, Holst n'a plus qu'à ranger les partitions dans un tiroir parce qu'on est en pleine guerre et qu'il est impensable de pouvoir réunir plus de 100 musiciens comme il est prévu dans la partition. Et de fait, il faudra attendre la fin de la guerre pour que l'œuvre soit connue de tous. Et encore, elle sera jouée par petits bouts, comme un patchwork. On prend tel et tel mouvement, on jette les autres. La création de l'œuvre entière n'aura lieu que le 15 novembre 1920, c'est-à-dire 4 ans après la fin de la composition. Bon, si vous ne voulez pas passer 4 ans avant de découvrir The Planets, il est temps d'aller sauter vers la prochaine vidéo pour Mars, The Bringer of War.